Voilà ce que personne ne t'a jamais dit vraiment. Pas ton thérapeute, pas ta meilleure amie, certainement pas l'homme en face de toi. Ce que je vais te révéler aujourd'hui vient de 20 ans de cabinet, de milliers de consultations et d'une vérité clinique que la plupart des femmes ne découvrent, si elles la découvrent, qu'après avoir tout perdu ou presque. Et cette vérité, elle tient en une seule phrase que tu vas comprendre d'ici la fin de cette vidéo. Ce n'est pas lui qui décide si tu es inoubliable, c'est toi. Et c'est ta zone intime, cette part de toi que tu as peu être oubliée, négligée ou carrément sacrifiée sur l'autel de l'amour qui fait toute la différence. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que je ne te promets pas des papillons dans le ventre. Je te promets mieux que ça, de la clarté. Et avant qu'on commence, dis-moi dans les commentaires si tu t'es déjà retrouvé à t'effacer pour quelqu'un, à marcher sur la pointe des pieds émotionnellement pour ne pas le déranger. Si oui, écris « Je me reconnais » juste en dessous. Et si tu trouves cette vidéo utile, abonne-toi parce qu'on va avoir besoin de se reparler souvent. Permettons-moi de te raconter quelque chose. Une patiente, appelons-la Isabelle, 53 ans, professeure de lycée, 2 enfants adultes, divorcée depuis 6 ans, est entrée dans mon cabinet un mardi matin en me disant « Christophe, je ne comprends pas. Je fais tout bien, je suis disponible, je suis douce, je ne l'embête pas. Et pourtant il ne me voit pas. » J'ai regardé Isabelle. Et j'ai pensé, voilà le problème. Elle faisait foi tout bien foi selon un manuel qui n'existe pas. Elle avait appris, comme beaucoup d'entre vous, que pour être aimé, il fallait se rendre invisible, ne pas prendre trop de place, ne pas déranger, s'adapter, lisser, adoucir, et résultat, elle était devenue tellement transparente que l'homme qu'elle fréquentait la traversait du regard sans même s'en rendre compte. C'est pas un problème de séduction, c'est un problème de présence. Et la présence, ça commence dans ce que j'appelle la zone intime, non pas au sens vulgaire du terme, mais au sens profond, clinique, presque philosophique. Ta zone intime, c'est l'espace intérieur où tu es encore toi, où tu as des désirs qui ne dépendent pas de lui, des pensées qui ne gravitent pas autour de lui, une vie émotionnelle qui t'appartient. Quand cette zone est intacte, vivante, habitée, les hommes le sentent. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils le sentent. C'est ce qu'on appelle en neuropsychologie le signal d'individuation. Et ce signal-là, il est bien plus puissant que n'importe quelle technique de séduction apprise dans un magazine. Laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que tu sais encore ce que tu veux, toi, indépendamment de ce qu'il veut? Prends le temps d'y répondre honnêtement, pas la réponse socialement acceptable, la vraie. Parce que voilà ce que la recherche en psychologie de l'attachement nous dit, et John Bowlby l'avait déjà pressenti dans les années 60, avant même que nous ayons les outils neuroscientifiques pour le confirmer, un être humain attire durablement un autre être humain, non pas en se rendant nécessaire, mais en se rendant foi désirable. Et la désirabilité profonde, pas celle de la photo filtrée sur Instagram, pas celle du décolleté au bon moment, la désirabilité profonde naît de la singularité, de l'altérité, du fait qu'en face de toi, il y a quelqu'un que l'on ne peut pas deviner d'avance. Isabelle avait effacé toute sa singularité, elle était devenue prévisible, confortable, comme un bon canapé. Et les bons canapés, on les apprécie, mais on ne les supplie pas de rester. Tu vois où je veux en venir? Voici maintenant ce que la neurologie nous apprend, et accroche-toi parce que c'est fascinant. Quand le cerveau d'un être humain rencontre quelque chose de nouveau, d'imprévisible, d'un peu mystérieux, il libère de la dopamine. Cette molécule que tout le monde connaît maintenant, le neurotransmetteur du désir, de l'anticipation, de la recherche, la dopamine ne se libère pas quand on obtient ce qu'on veut, elle se libère quand on anticipe quelque chose qu'on n'est pas sûr d'obtenir. Tu comprends ce que ça signifie pour tes relations?
Si tu es toujours disponible, toujours prévisible, toujours là quand il claque des doigts, son cerveau ne produit pratiquement plus de dopamine en pensant à toi, tu es devenu une certitude. Et les certitudes, on les prend pour acquises, on ne les supplie pas, on ne pense pas à elles à 3 heures du matin. Maintenant, l'inverse. Une femme qui a une vie intérieure riche, des projets qui lui appartiennent, des moments où elle n'est simplement pas disponible parce qu'elle est en train de vivre foi, cette femme-là génère de l'incertitude positive. Et l'incertitude positive, c'est du carburant pour la dopamine. C'est de la biochimie, ma chère, pas de la manipulation, de la biologie humaine. Je dis ça souvent à mes patientes, et certaines me regardent avec une légère suspicion, comme si j'étais en train de leur enseigner à jouer à des jeux. Non, je leur enseigne à exister. Ce n'est pas pareil. Reprenons Isabelle. Lors de notre 3e séance, je lui ai posé une question qui l'a déstabilisée. Qu'est-ce qui te passionne en dehors de vos relations, en dehors de vos enfants, en dehors de ton travail? Silence. Long silence, puis j'aimais peindre à l'aquarelle avant. Ce mot m'a traversé. Avant quoi? Avant le mariage, avant les enfants, avant qu'elle décide inconsciemment que ses désirs propres étaient un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Ce avant, c'est le moment précis où beaucoup de femmes de ta génération ont perdu le fil de leur zone intime, pas par faiblesse, par conditionnement. On vous a appris, famille, culture, telenovelas, publicité, que l'amour féminin se définissait par le sacrifice, par le don de soi, par l'effacement. Et si je vous disais que ce conditionnement-là, aussi bien intentionné soit-il, est l'une des causes principales d'épuisement relationnel, de perte de désir mutuel et de ce que j'appelle le syndrome de la femme-service. La femme-service n'est pas une mauvaise personne, elle est épuisée, elle a tellement donné qu'elle n'a plus rien à donner et surtout elle n'a plus rien d'elle à montrer. Elle est devenue une fonction au lieu d'une personne. Est-ce que tu t'es déjà senti comme ça? Comme si tu étais devenue une fonction dans la vie de quelqu'un, mère, compagne, organisatrice, gestionnaire, plutôt qu'une femme avec ses propres désirs et sa propre existence? Si oui, continue de regarder, parce qu'on arrive au cœur de tout. En thérapie cognitive comportementale, ma spécialité, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les schémas précoces inadaptés. Ce sont des croyances profondes, souvent inconscientes, que nous avons construites dans l'enfance et qui guident nos comportements d'adultes sans qu'on s'en rende compte. L'un des schémas les plus fréquents chez les femmes qui perdent leur zone intime dans les relations, c'est ce que je nomme le schéma de sacrifice de soi. Ce schéma dit, en résumé, si je prends soin de moi, je suis égoïste, si j'affirme mes désirs, je risque de blesser l'autre. Si je dis non, je risque d'être abandonné. Ce schéma, il est silencieux, il n'arrive pas en réunion avec un PowerPoint pour se présenter, il agit dans l'ombre, il te pousse à accepter des dîners que tu ne voulais pas, à taire des colères légitimes, à sourire quand tu as envie de pleurer, à disparaître progressivement. Et paradoxalement, et c'est la cruauté absolue de ce schéma, en voulant protéger la relation à travers ton effacement, tu la détruis parce que tu enlèves de la relation la seule chose qu'elle ne peut pas survivre sans ta présence authentique. Un homme qui a une relative maturité émotionnelle ne veut pas une femme qui dit oui à tout, il veut une femme dont le oui foi signifie foi quelque chose. Et un oui ne signifie quelque chose que quand un non est possible. Voici maintenant un micro-exercice que je donne à mes patientes. Je veux que tu le fasses, pas juste que tu l'écoutes. Prends une feuille ou l'application Notes de ton téléphone si tu es moderne et réponds à ces 3 questions. Première question, quelle activité, quel plaisir, quel projet ai-je abandonné dans les 5 dernières années au nom de la relation ou de la famille? Une seule chose suffit. Deuxième question, quelle émotion est-ce que je tais régulièrement? Colère, déception, besoin d'espace pour éviter un conflit. Troisième question,
Si ma vie était un appartement, quelle pièce m'appartient entièrement à moi? Ces 3 questions cartographient ta zone intime. Elles te montrent où elle est encore vivante et où elle est en train de s'éteindre. Fais cet exercice maintenant, pause la vidéo si tu veux, je serai là quand tu reviendras. Revenons à quelque chose d'important que je veux démystifier. L'idée que protéger sa zone intime revient à être froide, distante ou inaccessible. Je rencontre ça souvent. Des femmes qui me disent mais Christophe, si je pense à moi, si j'affirme mes limites, si j'ai mes propres projets, je vais passer pour quelqu'un d'égoïste. Il va penser que je ne l'aime pas. Permettons-moi d'être direct, si un homme interprète le fait que tu aies une vie propre comme un manque d'amour, c'est lui qui a un problème, pas toi. C'est pas de l'amour qu'il cherche, c'est de la fusion, et la fusion, en psychologie de l'attachement, ça s'appelle pas de l'amour. Ça s'appelle de l'anxiété d'abandon déguisée en passion. L'amour sain, ce que j'appelle l'amour rationnel, pas l'amour d'une froideur clinique, mais l'amour qui dure, l'amour sain, c'est 2 personnes complètes qui choisissent d'être ensemble. Pas 2 personnes incomplètes qui se cherchent mutuellement pour combler leur manque. La différence est fondamentale. Dans le premier cas, l'autre est un cadeau. Dans le second cas, l'autre est une béquille. Et les béquilles, quand on n'en a plus besoin, on les jette dans le couloir. Parlons maintenant de quelque chose de précis, ce que j'appelle les rituels d'intimité avec soi-même. Non, je ne parle pas de bain aux chandelles. Enfin, si ça te fait du bien, pourquoi pas, je parle de pratiques régulières, concrètes, qui maintiennent ta zone intime en vie, qui te rappellent qui tu es, indépendamment de tes rôles. Une autre patiente, appelons-la Marie-Hélène, 58 ans, retraitée anticipée, en couple depuis 22 ans, m'a dit une chose bouleversante lors de sa première consultation. Je ne sais plus ce que j'aime, vraiment. J'ai perdu le goût de mes propres préférences. Ce n'est pas un cas isolé. C'est même, tristement, l'un des tableaux cliniques les plus courants chez les femmes de cette tranche d'âge. 2 décennies d'adaptation au goût de l'autre, aux horaires de l'autre, aux humeurs de l'autre, et progressivement tes propres goûts se sont atrophiés. Comme un muscle qu'on n'utilise plus, la bonne nouvelle, le cerveau est neuroplastique. Ce mot magnifique que la neuroscience nous a donné ces 30 dernières années signifie que le cerveau peut se reconfigurer, créer de nouvelles connexions, réactiver des circuits endormis. Ta zone intime n'est pas morte, elle est juste en veille. Et elle attend que tu la réveilles. Comment? En commençant par de petits actes d'autonomie délibérée, partir seul au musée un samedi matin, lire un livre dont il se moque éperdument, rejoindre un cours de céramique, de tango, de philosophie, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit ton choix, pas un compromis, pas quelque chose qui te rende plus agréable à vivre, quelque chose qui te rende plus toi. Et maintenant, question qui fâche parfois, pourquoi les hommes reviennent-ils en courant vers les femmes qui ont cette zone intime vivante? Je vais te donner une réponse franche, sans romantiser. Un homme, même avec la meilleure volonté du monde, même sincèrement amoureux, est biologiquement et psychologiquement câblé pour être attiré par ce qui lui résiste légèrement, pas dans un sens sadomasochiste, ne te trompe pas de lecture, mais au sens où l'attraction profonde naît de la perception que l'autre est un sujet à part entière. Quelqu'un avec ses propres désirs, ses propres limites, sa propre trajectoire. Quand tu es trop disponible, trop adaptable, trop centré sur lui, paradoxalement, tu réduis son attraction pour toi. Tu passes du statut de femme désirée à celui de gestionnaire logistique de sa vie émotionnelle, et les gestionnaires, on les apprécie, on les respecte même, mais on ne les supplie pas de rester à 4 heures du matin. La femme qu'un homme supplie de rester, la femme qui ne peut pas se sortir de la tête, c'est celle qui existe pleinement, celle dont il n'est jamais tout à fait sûr, celle qui a des journées qui ne tournent pas autour de lui, celle qui lui dit parfois, non pas pour le punir, mais parce qu'elle a réellement autre chose à faire, quelque chose qui lui appartient. Cette femme-là,
elle crée naturellement ce que la psychologie appelle une distance optimale dans la relation. Ni trop près au point d'étouffer, ni trop loin au point de déconnecter. Juste assez de mystère pour maintenir le désir, juste assez de présence pour maintenir le lien, et ce n'est pas calculé. C'est simplement le résultat naturel d'une femme qui vit. J'entends déjà certaines d'entre vous, et je connais cette objection par cœur pour l'avoir entendue des centaines de fois. Oui, mais Christophe, moi je l'aime vraiment. Je veux lui donner tout. Le don total, c'est pas ça l'amour? Permettons-moi de répondre avec une métaphore que j'utilise souvent en cabinet. Imagine un magnifique feu de cheminée. Tu aimes ce feu. Tu veux lui donner tout ce que tu peux. Alors, tu y jettes tout le bois d'un seul coup. Tout, d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? Il s'étouffe. Il s'éteint. Pas parce que le bois était mauvais, mais parce que le feu a besoin d'oxygène autant que de combustible. Il a besoin d'espace pour brûler. L'amour, c'est pareil. Il a besoin des deux. Du don ET de l'espace. De la présence ET de l'autonomie. De la chaleur ET du mystère. Donner tout d'un seul coup, s'effacer, se sacrifier, être toujours là, c'est pas aimer mieux, c'est aimer de manière autodestructrice. Et ça finit par éteindre la relation aussi sûrement que la pluie éteint un feu. Voici maintenant un concept clinique que je veux t'expliquer simplement parce qu'il change tout. L'attachement sécure. Les recherches de Mary Ainsworth, puis celles de Mary Main dans les années 80, ont établi que les êtres humains développent dès l'enfance des styles d'attachement qui vont structurer toutes leurs relations amoureuses adultes. Il y a principalement 3 styles: l'attachement sécure, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. L'attachement anxieux le plus fréquent chez les femmes qui perdent leur zone intime se caractérise par une peur constante de l'abandon, un besoin de réassurance permanent et une tendance à s'effacer pour maintenir la paix. La personne anxieuse surveille les signaux de l'autre, interprète chaque silence comme une menace et se tord en 4 pour éviter le conflit. Tu te reconnais peu, être là, dedans. Et si c'est le cas, je veux que tu saches ceci. Ce n'est pas ta faute. Ce style d'attachement, tu l'as appris très tôt. Probablement dans une relation parentale où l'amour était conditionnel ou imprévisible ou les deux. Tu as développé une stratégie de survie émotionnelle. Si je suis assez gentille, assez douce, assez présente, personne ne m'abandonnera. Le problème, cette stratégie, quitte à peu, être protégée à 8 ans, te sabote à 48 ans. Parce qu'elle te pousse à choisir des partenaires qui confirment ton schéma. Et elle t'empêche de te montrer tel que tu es vraiment, avec tes besoins, tes désirs, tes exigences légitimes. La bonne nouvelle, j'y reviens, le style d'attachement n'est pas figé, la neuroplasticité encore elle, tu peux évoluer vers un attachement plus sécure, pas du jour au lendemain, mais avec du travail, de la conscience, et parfois un bon thérapeute, je dis ça sans prétention, c'est tout à fait possible. Parlons maintenant concrètement de ta zone intime et de ce que signifie la protéger dans la vie de tous les jours. Parce que les grands concepts, c'est beau, mais si tu ne sais pas quoi faire demain matin avec l'homme qui boit son café en face de toi ou avec celui que tu espères voir dans ta vie, ça ne sert à rien. Première chose concrète, apprends à nommer tes besoins sans les enrober dans des excuses. La plupart des femmes avec qui je travaille sont expertes en excuses préventives. Avant même d'exprimer un besoin, elles s'excusent d'en avoir un. Je sais que c'est peu, être bête, et je comprends si tu n'as pas envie, mais est-ce qu'on pourrait être un jour, si tu as le temps, éventuellement? Non, stop. Un besoin n'a pas besoin d'être emballé dans 5 couches de papier cadeau de précaution pour être légitime. J'ai besoin de passer ce samedi seul à faire ce qui me plaît. Phrase courte, directe. Pas d'explication de 10 paragraphes. Pas de culpabilisation anticipée. Juste l'énoncé d'un besoin réel. C'est ce que j'appelle la communication non défensive. Et c'est un muscle qui se développe. Au début, ça fait peur. On a l'impression d'être agressive. On ne l'est pas. On est juste honnête.
Et l'honnêteté dans une relation, c'est de l'oxygène. Deuxième chose concrète, reconnecte-toi à ton corps. Ta zone intime est aussi physique. Le stress chronique de l'adaptation permanente, être toujours là, toujours réactive, toujours en mode surveillance relationnelle, ce stress, il s'accumule dans le corps. Tension musculaire, fatigue inexpliquée, perte de libido, troubles du sommeil, ce ne sont pas des signes de vieillissement. Ce sont des signaux d'alarme que ton système nerveux t'envoie pour te dire « tu t'es perdu ». La reconnexion au corps peut passer par des choses très simples. La marche en pleine conscience, pas pour faire du sport, pour sentir tes pieds sur le sol. La respiration consciente 3 minutes le matin avant de regarder ton téléphone, toucher quelque chose de beau, une étoffe, une plante, un livre, cuisiner pour toi avec des ingrédients que fois tu fois aimes. Ces petits actes, ils semblent insignifiants, cliniquement ils ne le sont pas. Ils envoient à ton cerveau un message fondamental. Je compte, mes sensations comptent, mon plaisir compte. Et quand tu commences à te traiter comme si tu comptais sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse, quelque chose change dans ta posture, dans ton regard, dans ton énergie, quelque chose que les autres perçoivent avant même que tu ouvres la bouche. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu t'es senti vraiment foi toi? Pas la mère, pas la compagne, pas la collègue, juste foi toi? Si la réponse met du temps à venir, c'est important. Reste avec cette question. Elle te dit quelque chose d'essentiel sur l'état de ta zone intime en ce moment. Je veux maintenant te parler d'une autre patiente, appelons-la Françoise, 47 ans, commerciale dans une entreprise pharmaceutique, séparée depuis 2 ans d'un homme avec qui elle avait passé 15 ans. Elle est venue me voir non pas pour une dépression ni pour une crise aiguë, mais pour ce qu'elle appelait un vague sentiment de ne plus me reconnaître. Après quelques séances, on a trouvé... Françoise avait construit pendant 15 ans une identité relationnelle quasi exclusive. Elle était l'amoureuse de Marc. Elle organisait sa vie autour de Marc. Elle avait progressivement abandonné ses amitiés, ses hobbies, ses week-ends à elle, pas parce que Marc le demandait, mais parce qu'elle avait intégré que foi une bonne compagne. Ça se dévoue. Quand Marc est parti pour une raison banale, une de ces ruptures qui n'ont pas d'héroïsme Françoise s'est retrouvée face à un vide terrifiant. Pas seulement la peine de la rupture, le vide de foi ne plus savoir qui elle était foi sans lui. Ce vide, je l'appelle le vide d'identité relationnelle. Et il est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, et il est beaucoup plus douloureux que la rupture elle-même. Parce qu'une rupture, ça guérit, le deuil d'une relation suit des étapes. Mais perdre son identité propre, ne plus savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut, qui on est, ça, c'est une autre affaire. Ce que j'ai dit à Françoise et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est ceci. Ta zone intime, ce n'est pas un luxe que tu t'accordes quand tu n'as pas de relation. C'est une nécessité que tu maintiens fois pendant fois la relation en permanence. Comme on entretient un jardin, si tu ne t'en occupes que quand il n'y a plus personne pour le piétiner, il sera déjà mort. Passons maintenant à quelque chose que j'appelle les biais cognitifs de l'amour romantique. Parce que notre cerveau, cet organe brillant, mais parfois franchement décevant, fabrique des distorsions qui nous poussent à nous perdre dans les relations. Le premier biais, le biais de confirmation affective. Quand on est amoureuse, on sélectionne inconsciemment les informations qui confirment que l'autre est parfait et on ignore ou minimise celles qui signalent un problème. Il a été distant cette semaine, mais c'est parce qu'il a du stress au travail. Peut être que c'est son mode de fonctionnement habituel et qu'il l'aurait été de toute façon. Le deuxième biais, la pensée magique relationnelle. Si je l'aime assez fort, il va changer. Non, non, il ne va pas changer. Les gens changent, mais par leur propre volonté, pas sous l'effet de l'amour des autres. Si tu attends qu'ils changent grâce à ton amour, tu attends quelque chose qui n'arrivera probablement pas. Et pendant que tu attends, tu t'épuises.
Le troisième biais, celui que je trouve le plus pernicieux, le biais du coût irrécupérable appliqué aux relations. J'ai déjà donné tellement. Si je pars maintenant, tout ce que j'ai investi est perdu. C'est exactement le même raisonnement qui pousse les gens à garder un billet de cinéma raté jusqu'à la fin parce qu'ils l'ont payé. Sauf que là, c'est pas 2 heures d'ennui. Ce sont des années de ta vie. Ce que tu as déjà donné est donné. Ça ne peut pas servir de raison pour continuer à donner à quelque chose qui ne te rend rien. Je veux maintenant nommer quelque chose clairement parce que cette vidéo parle de la zone intime et des relations et je ne veux pas qu'on reste dans le flou. Il y a des relations dont tu dois sortir. Pas toutes, mais certaines. Si tu es dans une relation où ton partenaire dévalorise systématiquement tes besoins, minimise tes émotions ou utilise ta générosité pour te contrôler, ce n'est pas une relation à améliorer. C'est une relation à quitter. Je ne le dis pas facilement. Je sais que partir à 45 ans, à 55 ans, après des années de vie commune, c'est terrifiant. Je sais que la solitude fait peur, que recommencer fait peur, que l'incertitude fait peur. Mais voici ce que 20 ans de clinique m'ont appris. Une femme qui sort d'une relation toxique et travaille sur elle-même retrouve dans l'immense majorité des cas une qualité de vie qu'elle n'avait plus connue depuis des années et souvent, elle trouve aussi un amour bien plus digne de ce qu'elle mérite. Le problème, c'est que ce chemin passe par la solitude. Et la solitude, dans notre culture, a une mauvaise réputation. On la confond avec l'échec. On la confond avec la tristesse. Moi, je vais te dire ce que la solitude peut être quand on choisit de la vivre pleinement plutôt que de la subir. La solitude est l'endroit où tu te retrouves toi-même, où ta zone intime peut enfin respirer sans se défendre, où tu peux entendre tes propres pensées sans le bruit de l'adaptation permanent. Ce n'est pas un consolation prize, c'est souvent la condition nécessaire pour construire quelque chose de vraiment bien ensuite. Revenons maintenant à la question centrale de cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais concrètement avec ta zone intime pour que l'homme dans ta vie ou celui qui va entrer dans ta vie te voit comme quelqu'un d'inoubliable? Et je veux être précise dans ma réponse parce que je ne veux pas te laisser avec des généralités. Tu cultives ce que j'appelle ta présence mystérieuse. Non pas le mystère de la distance froide, non pas le mystère de la femme qui joue à la dure, mais le mystère naturel d'une femme qui a une vie intérieure riche, des pensées profondes, des émotions authentiques, et qui ne les livre pas toutes d'un seul coup. Dans les premières phases d'une relation, beaucoup de femmes commettent ce que j'appelle l'erreur de la transparence totale immédiate. Elles racontent tout, leur passé, leurs peurs, leurs ex, leurs traumas, leurs espoirs, leurs doutes, en quelques semaines, pas parce qu'elles sont imprudentes, parce qu'elles ont tellement envie de connexion, tellement soif d'être comprises, que la parole devient un torrent. Le problème de la transparence totale immédiate, elle retire le mystère avant même que le désir ait eu le temps de s'installer. L'autre n'a plus rien à découvrir. Vous avez sauté les préliminaires psychologiques et, comme pour tout le reste, ce n'est jamais une bonne idée. Se révéler progressivement, partager ce qu'on est par couche, au fur et à mesure que la confiance se construit, c'est à la fois plus sain psychologiquement et plus magnétique relationnellement. C'est garder du bois pour le feu au lieu de tout brûler le premier soir. Un autre élément fondamental de la zone intime que je veux aborder, tes valeurs, pas les valeurs abstraites qu'on liste dans un profil de rencontre, j'aime la sincérité et les voyages, je parle de tes valeurs profondes, les principes qui guident vraiment tes décisions, ce sur quoi tu ne cèdes pas. Sais-tu ce qu'elles sont, tes valeurs? Vraiment? Dans mon cabinet, je fais souvent cet exercice. Je demande à la personne d'imaginer qu'elle doit écrire sa propre nécrologie, non pas ce qu'elle a accompli professionnellement, mais ce qu'elle veut qu'on dise d'elle en tant qu'être humain. Elle était quelqu'un qui, c'est inconfortable, mais c'est révélateur, parce que les valeurs qu'on veut incarner à la fin de sa vie, ce sont celles qu'on devrait vivre maintenant, pas après, maintenant.
Et voici pourquoi c'est crucial pour tes relations. Une femme qui connaît ses valeurs et les vit ne peut pas se perdre dans une relation, parce qu'elle a un ancrage. Quand quelqu'un lui demande de trahir ce qu'elle est consciemment ou non, elle le sent, elle reconnaît le moment où elle s'apprête à se sacrifier, et elle peut choisir autrement. Une femme qui ne connaît pas ses valeurs, en revanche, se laisse emporter par le courant émotionnel. Elle prend les décisions en fonction de ce que l'autre veut, en fonction de ses peurs, en fonction de ce qu'elle espère obtenir en échange de son sacrifice. Et ça, c'est la recette du désastre relationnel lent. On approche maintenant d'un sujet que beaucoup de femmes de ta génération n'ont jamais vraiment eu la permission d'aborder. Le désir, le tien, pas le désir de plaire, pas le désir d'être aimé, bien que ce soit tout à fait humain et légitime, ton désir à toi. Ce que tu veux dans une relation, ce que tu veux physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Il y a une inégalité profonde dans notre culture sur ce sujet. Les hommes ont largement la permission culturelle d'exprimer leurs désirs. Les femmes, beaucoup moins. Et à 45, 50, 60 ans, avec des décennies de conditionnement derrière soi, beaucoup de femmes ne savent même plus ce qu'elles désirent. Elles savent ce qu'elles sont supposées désirer, ce qui est socialement acceptable de désirer, mais leur désir propre, authentique, sans filtre, c'est souvent une terra incognita, et pourtant ta zone intime et indissociable de ton désir. Une femme qui sait ce qu'elle désire et qui ne l'assume pas de manière agressive, juste de manière tranquille, et certaines irradient quelque chose d'absolument magnétique. On appelle ça parfois le charisme. En réalité, c'est simplement l'effet d'une personne qui est en accord avec elle-même. Je t'encourage vraiment à commencer à explorer ce terrain. Qu'est-ce que tu désires? Dans quel type de relation? Avec quel type d'homme? Avec quelle qualité de présence, de communication, d'intimité? Avec quelle fréquence d'espace et de contact? Ces questions méritent des réponses honnêtes, pas idéalisées, pas romantisées, réelles. Et maintenant, je vais aborder quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'indépendance affective. On croit souvent, et c'est un mythe tenace, qu'une femme qui s'aime elle-même, qui a une vie bien à elle, qui n'a pas foi d'un homme pour être heureuse, cette femme est moins aimable, moins désirée, moins accessible. C'est exactement l'inverse. Une femme qui ne dépend pas de toi émotionnellement, qui est heureuse avec ou sans toi, est la femme la plus attractive qui soit, parce qu'elle n'est pas là par peur, elle est là parfois choix. Et un choix libre a une valeur que n'a jamais une obligation. Quand une femme reste dans une relation par peur de la solitude, l'homme le sent inconsciemment, et il le prend pour acquis. Pourquoi se battre pour quelqu'un qui n'a nulle part où aller? En revanche, quand une femme est clairement là parce qu'elle veut être là parce que sa vie est belle, avec ou sans lui, mais encore meilleure avec lui, l'homme qui a un minimum d'intelligence émotionnelle le comprend. Et il se bat pour garder ça parce qu'il sait que ce n'est pas acquis, ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement la réalité de ce que signifie choisir librement. Voici maintenant ce que j'appelle les 3 piliers de la zone intime préservée. Premier pilier, l'espace de pensée, avoir des idées, des opinions, des réflexions qui t'appartiennent et que tu n'as pas besoin de filtrer selon ce que l'autre pense. Lire des livres qu'il ne lira jamais. Avoir des opinions politiques, philosophiques, spirituelles qui sont les tiennes, penser, seul, régulièrement. Deuxième pilier, l'espace de temps, des moments quotidiens, si possible hebdomadaires au minimum qui t'appartiennent entièrement. Pas du temps fois libre, fois que tu remplis avec ce qui reste, du temps fois consacré à toi, avec la même sacralité que tu mets dans tes obligations. Troisième pilier, l'espace émotionnel, la capacité à ressentir tes émotions, à les nommer,
à les vivre sans immédiatement les transformer en service émotionnel pour l'autre. Je suis triste, pas comment est-ce que je peux ne pas montrer que je suis triste pour ne pas l'inquiéter, tes émotions ne sont pas un problème logistique. Elles sont de l'information. Ces trois piliers, l'espace de pensée, l'espace de temps, l'espace émotionnel, constituent ta zone intime. Et les trois ont besoin d'être nourris régulièrement, délibérément. Je veux finir sur quelque chose que je tiens à dire avec force, parce que cette vidéo parle de te rendre inoubliable aux yeux d'un homme, et je ne veux pas qu'on confonde l'objectif. Le but n'est pas de lui plaire davantage. Le but n'est pas de le retenir à tout prix. Le but n'est pas d'être quelqu'un d'autre pour correspondre à ce qu'il cherche. Le but, l'unique but qui mérite ton énergie, c'est de devenir plus pleinement toi-même. Et si tu deviens plus pleinement toi-même, deux choses se produisent. La première, les gens qui méritent d'être dans ta vie sont attirés vers toi, naturellement, parce que ton authenticité crée une résonance. La deuxième, les gens qui ne méritent pas d'être dans ta vie partent d'eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir de ta compliance. Les deux sont des bonnes nouvelles, même si la deuxième est douloureuse à vivre sur le moment. Isabelle, tu te souviens d'elle, ma patiente du début a repris la peinture, un samedi matin par semaine, religieusement. Elle est revenue en consultation 2 mois plus tard avec une lumière dans le regard que je n'avais pas vu à nos premières séances. Et elle m'a dit non pas avec triomphe, mais avec une simplicité désarmante. « Christophe, je crois que je commence à me souvenir que j'existe. » Hein, c'est ça, le travail sur la zone intime. Pas de la stratégie, pas de la manipulation, du rappel, se rappeler qu'on existe, qu'on a le droit d'exister pleinement. Voici ton défi pour cette semaine, un seul, concret, faisable. Choisis une activité, une seule, qui te fait du bien, qui t'appartient entièrement et qui n'a rien à voir avec ta relation ou ta famille. Et consacre 2 heures cette semaine. Pas 1 heure et demie en te sentant coupable. 2 heures vraies, habitées, présentes. Ce peut être retrouver un ami qu'on ne voit plus, recommencer la natation, finir ce roman qui attend sur ta table de chevet depuis 6 mois, aller au cinéma seul, ce que les gens regardent comme une bizarrerie alors que c'est en réalité une forme magnifique de liberté. Peu importe quoi. Ce qui compte, c'est que ça soit pour toi et dis-moi dans les commentaires ce que tu as choisi. Je lis tous les commentaires, vraiment, parce que ces témoignages m'apprennent autant que mes livres n'enseignent. Avant de conclure, j'ai envie de te dire un truc que je dis rarement en public, parce que dans le monde de la psychologie, on aime les apparences de neutralité clinique. Mais ici, entre nous, je suis profondément convaincu que les femmes de ta génération, celles qui ont construit, élevé, soutenu, porté, géré, organisé des décennies durant, sont assises sur un potentiel de vie remarquable qu'elles n'ont pas encore pleinement activé. Pas par manque de talent, pas par manque de force, par manque de foi-permission. La permission de se mettre au premier plan, la permission de désirer sans excuse, la permission d'être la protagoniste de sa propre vie. Cette permission, personne d'autre ne peut te la donner, ni un homme, ni tes enfants, ni moi. Elle vient de toi. Elle vient de la décision, et c'est bien une décision de traiter ta propre existence comme quelque chose de précieux qui mérite d'être vécu pleinement. Prends cette décision, aujourd'hui si possible, cette semaine au plus tard, et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, une pensée qui t'a fait tiquer, une émotion que tu reconnais, une idée que tu vas garder, partage-la avec une amie qui en a besoin. Tu sais de qui je parle. Cet ami qui s'efface, qui donne trop, qui attend encore d'être vu. Partage avec elle. C'est peut être la chose la plus utile que tu puisses faire aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à se reparler. Il y a encore beaucoup à explorer ensemble, les biais cognitifs qui sabotent l'amour, comment sortir du cycle des relations toxiques, ce que la pleine conscience peut faire pour ta vie amoureuse, la reconstruction de l'estime de soi à tout âge, et j'insiste, à tout âge.
Je suis Christophe André et je te retrouve très bientôt